Voilà, et donc René d'Anjou est donc le grand maître de cet ordre-là. Donc quand même, Absolument. Ouais, ouais. Et il va le rester près de 60 ans. voilà, donc c'est tout ça a l'air de se tenir, hein, hein, voilà. Bon, donc on va Et essayer. il y a bien plus de coïncidences, enfin, comment dirais-je, de faits corroborants cette histoire-là. Bon, j'ai fait un roman de 600 pages. C'est parce que c'est vraiment compliqué. Mais en fait, les 40 dernières sont une annexe dans laquelle je mets tous les éléments qui m'ont servi à faire l'enquête policière dont tu parlais au début. C'est vraiment... C'est plus qu'une enquête policière. Tu nous donneras la manière de se procurer ton livre, qu'on va le mettre chez nous, pour si les gens veulent le lire. Hein, tu le mets en mail. Il est a priori trouvable dans toutes les librairies de France, mais il faut les commander. Sinon, il est trouvable, bien sûr, dans les librairies à Orléans et sur le net, soit sur mon site, jacquesminier.fr, tu nous mettras soit sur Amazon, sur chapitre, enfin voilà, c'est... Tu mettras ça par mail, on va le publier. Oui, oui. Hein, voilà. Donc on va essayer un peu d'avancer. On va passer des épisodes parce que si on veut être exhaustif sur Jeanne la Pucelle, c'est pas 3 heures voilà. Qu'il faut, hein, c'est 10 ou 12. Alors donc là, on va pas. Donc moi, je voudrais qu'on parle un petit peu du siège d'Orléans. C'est quand même un petit peu sympathique parce que c'est là où se trouvent les exploits guerriers. Donc, si on peut à la régie nous passer la vue 12 rapidement, hein, donc qui est une vue cavalière. Là, je montre pour Jacques, c'est une gravure cavalière de la ville d'Orléans où on voit à gauche le fort des Tournelles, on voit le pont avec l'île au milieu, hein. Au milieu sur l'île il y a une bastille de défense, hein. Et donc c'est la porte Sainte-Catherine de l'autre côté, et donc à l'entrée, alors il faut dire que à gauche c'est la rive sud, hein, c'est la Sologne, hein. Donc les Anglais ils sont déjà sur la rive sud, à gauche c'est la rive sud. Et parce que donc la ville est sur la rive nord, et donc les Anglais commencent à arriver par là, par prendre ce fameux fort des Tournelles. C'est la première bataille quand les Anglais arrivent en octobre 1428, hein. Ils arrivent alors que on ne parle pas, Jeanne est encore à Domrémy, hein, et donc ils prennent le boulevard. Alors on va parler du boulevard parce que là tout le monde connaît les grands boulevards. Et qu'est-ce que c'est qu'un boulevard? Parce que dans la bataille d'Orléans, on ne parle que de boulevard, des prises de boulevard. Alors d'où vient ce mot boulevard? Ça vient d'un mot néerlandais qui veut dire qui disait bolwerk, hein. Et bolwerk, c'est un travail les bols, ce sont des troncs, hein. C'est un travail de tronc. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bolwerk, ou qui est devenu un boulevard? C'est une fortification donc qui n'est non permanente, qui est faite de terre et de rondins, et qui se met à cette époque-là toujours face aux portes. Parce que là, il commence à y avoir de l'artillerie très efficace. Et face à une porte, on pourrait la défoncer facilement. Donc, on met toujours, face aux portes, on met toujours un boulevard. Donc, à mon avis, la signification à glisser de ces fortifications de butte de terre, hein, puisque comme on a enlevé les finalement on a continué à parler des boulevards, et on voit que par exemple à Paris,
tous les boulevards sont des lieux où il y a eu des fortifications. Alors ça, c'est pour la petite histoire. À Orléans, pareil. Hein. Voilà. À Orléans, pareil, puisqu'il y aura en permanence des batailles sur les boulevards. Donc on voit donc tout à fait à gauche le boulevard, là, le fort des Tournelles. Alors le fort des Tournelles est au-dessus de l'eau. Hein, il est sur le pont. Il n'est pas sur la terre, hein, le fort des Tournelles. C'est important parce que quand le fort sera repris par les Français, beaucoup d'Anglais qui défendaient le boulevard vont reculer pour aller dans les Tournelles et beaucoup vont se noyer, dont le fameux Glasdale qui va se noyer, hein, ou Glacidas qui vont se noyer. Donc voilà cette vue. Et donc là, Je peux dire une anecdote? Oui. Oui, Glacidas et Salisbury étaient passés, avant de venir au siège d'Orléans, étaient passés à Chartres. Et à Chartres, ils avaient vu, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, comme ça se fait d'ailleurs encore un peu aujourd'hui, ils avaient vu un médium, enfin quelqu'un qui leur prédisait l'avenir. Et ce médium avait prédit à Glacidas sa mort prochaine, mais en lui disant ce sera ni par le fer, ni par le feu, ni par pendaison ou quelque chose comme ça. Et donc l'autre était parti rassuré. En fait, il s'est noyé. Ouais, en fait, il s'est noyé. Voilà. Donc là, on va essayer de trouver. J'essaye d'avancer. Passer la vue 26, les gars, parce que hein, je peux pas prendre la suite de ce que j'ai fait, parce que sinon on en a pour jusqu'à demain matin. Hein. Alors, il faudrait 3 émissions. Hein. Il faudrait 3 émissions. Donc là, pour Jacques, là je passe une vue d'Orléans de l'époque avec la position des différentes bastilles anglaises qui sont toutes placées à l'ouest. Hein, à l'ouest, il n'y a rien à l'est. Hein, donc là, c'est un siège un peu rigolo, puisque pendant tout le temps de ce siège, les gens rentreront, sortiront, seront alimentés, et donc en fait c'est un faux siège. C'est une rigolade. Comment on peut faire un siège avec juste ces bastilles qui ne sont que sur le côté ouest, et le côté est, il n'y a rien. Donc à l'est, il y a la porte de Bourgogne, hein, et qu'à la porte de Bourgogne, ben, tout le monde rentre et tout le monde sort. Alors au bout de la porte de Bourgogne, il y a la Bastille Saint-Loup, qui sera la première, qui sera reprise par Jeanne, mais elle a été fortifiée que quelques temps avant l'arrivée de Jeanne. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, octobre, novembre, décembre, etc., il n'y a rien. Alors comment? Alors le siège commence avec Salisbury, ou Salisbury comme l'appellent les Français, qui commande l'armée anglaise, et donc il y a une rude bataille autour de du boulevard, hein, qui est face aux Tournelles, et donc c'est un peu la réédition de ce qu'il y aura à la fin, et finalement les Français se reculent dans les Tournelles, détruisent le boulevard complètement, et donc se replient sur Orléans en brisant des arches du pont. Il y a 3 arches du pont qui sont brisées, et donc place un autre boulevard au droit de l'île, parce que sur l'île il y a une bastille, et donc ils établissent là leur défense. Voilà. Alors ils ont ils détruisent, les Français, tout ce qu'il y a autour d'Orléans, tout ce qui pourrait servir aux Anglais comme refuge, et ils ont déjà depuis un moment bâti des boulevards devant chaque porte. Alors les boulevards, là où les combats seront les plus importants, c'est au coin en haut et à gauche de la ville, c'est la porte Bagné,
où il y aura les Anglais vont essayer de prendre d'assaut la ville, mais jamais, au grand jamais, ils mettront la ville en péril. Jamais. Alors, il faut dire que dans ces boulevards, qui sont des buttes de terre avec des rondins, les Français ont placé des tonneaux dont on a enlevé les fonds, qu'on a recouverts de terre, et ces tonneaux servent de... Et donc, ces tonneaux servent d'embrasure de tir. Donc, on a mis des canons. Donc devant chaque porte, il y a donc des canons, des bombardes importantes. Sur tous les créneaux de la ville, il y a les fameux Veuglers dont vous avez vu le tir, parce que c'est le Veugler, c'est un canon à boulet de fer qui est une innovation technique extraordinaire, parce que c'est le premier canon à chargement par la culasse, donc ce type de chargement par la culasse va être abandonné, qui tire à l'époque 3 coups de canon à la minute. Donc vous avez vu le film, donc la reconstitution, et donc qui est extrêmement efficace. Et il y a les fameuses coulevrines offertes par Yolande d'Aragon, ces coulevrines, donc on peut en voir des reproductions, si vous les retrouvez, donc c'est important, sur la vue 32, la vue 32 et la vue 37, 36 et 37. Donc ces coulevrines qui sont l'ancêtre du fusil, et donc c'est extrêmement important parce que l'utilisation de ces coulevrines déjà intensivement pendant le siège d'Orléans, et ensuite par la suite dans les armées de Charles VII, qui permettront la victoire de la bataille de Formigny en 1450, et donc c'est avec ces coulevrines que les Français vont abattre ces fameux archers anglais. Et donc il y a le fameux Maître Jean, j'espère que c'est un héros à Orléans, Jacques, Maître Jean et sa coulevrine, oui. qui possède qui possède une coulevrine à 2 coups. Et lui, il abat avec cette arme-là un très grand nombre d'Anglais, principalement des nobles, et donc c'est le premier sniper de l'histoire, parce qu'il va se faufiler près du camp anglais, notamment sur le pont, et puis avec sa coulevrine, il est extrêmement habile avec ça, et il abat son homme avec grande précision. D'ailleurs, Jeanne va le prendre avec lui, et lui indiquer, notamment à la bataille de Jargeau, qui aura après, lui dire, ben voilà, tiens, celui-là, tu me le descends, et donc, et lui, il loupe jamais sa cible, pratiquement. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire aussi que la bataille d'Orléans, du point de vue militaire, a une innovation qui est l'utilisation d'une façon extrêmement importante de l'artillerie, et c'est aussi une raison pour laquelle les Anglais n'ont jamais mis en péril le moindre mot, la ville, quoi. Ils n'ont jamais pu. Dès qu'ils se présentent à la porte Bagné, alors plusieurs fois, ils se présentent en nombre, à la porte Bagné, de face au boulevard de la porte Bagné, et puis ils reçoivent des décharges, et puis ils repartent en faisant caille, tu vois, puis la queue entre les dents, et à chaque fois, entre les jambes, et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ce siège d'Orléans se déroule d'une façon extrêmement curieuse pendant des mois et des mois, où alors vous avez chaque capitaine a sa petite troupe, voilà, il y a Lahire, il a 20-30 hommes, le maréchal de Saint-Sever, il en a peut-être 100, le Ray on a là je mets sur si tu me trouves, me mets la vue 18, on a les effectifs, il y a à droite les capitaines,
hein, donc le bâtard d'Orléans, il a 58 hommes d'armes et 27 hommes de trait. En fait, c'est pas beaucoup, puisque finalement, la totalité des professionnels qui vont défendre Orléans, c'est à peu près 500 hommes. Donc c'est très très peu, et c'est complètement hétéroclite, hein, comme système. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Chaque capitaine va, ce qu'ils appellent, selon le terme de l'époque, escarmoucher. Ils vont escarmoucher, c'est-à-dire qu'ils se disent, bah tiens, on va escarmoucher aujourd'hui, donc t'as, je sais pas, t'as Guillaume de Cernay ou Lahire ou Xantrailles, par exemple, hein, qui dit, bah donc il sort avec ses hommes. Et puis il va dire, il va insulter les Anglais pour qu'ils sortent, et puis ils vont se battre. Voilà, alors il y a des morts, des blessés de chaque côté, donc ils sont contents, ils se prennent des bannières, et puis c'est comme ça tout le long du siège. Ce sont que des escarmouches. Hein, voilà. Donc c'est une espèce de rigolade. Alors, entre-temps, ils organisent des tournois. Hein, ils appellent ça des gages, donc ils vont provoquer, donc on va faire une joute, tu vois, comme Ivanhoe, là, pouf, on met des mecs, des tournois, voilà, ils rigolent, ils s'échangent des cadeaux, il y a des trêves, voilà, ils font ces fameux combats de pages. Alors ça c'est dégueulasse parce que ils prennent leurs pages qui ont 13-14 ans, hein, ils en disent on va mettre les pages anglais, les pages français, donc ils ont un bouclier d'osier qu'on leur a fait et ils se battent à coups de pierre. Il y a des morts quand même, hein. Voilà, donc on dirait qu'ils s'amusent dans cette espèce de faux siège où la ville d'Orléans est perpétuellement approvisionnée en nourriture, et qui manque de rien. Alors, évidemment, les Anglais, avec leurs bombardes, ils bombardent quand même Orléans, hein, et il y a quelques morts, il y a quelques mais ils ne sont pas assez nombreux, en fait, les Anglais. En fait, voilà, le problème, c'est qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre. Et jamais ils ont été suffisamment nombreux pour faire un siège sérieux. Alors bien qu'ils aient avec eux ce qu'on appelle les faux français, les faux franchouais, quand on parlait, parce qu'ils avaient énormément de Français avec eux, des Picards, des Normands, etc. Et donc, des Bourguignons. Mais les Bourguignons, à la fin, vont abandonner, puisque les habitants d'Orléans vont aller supplier le duc de Bourgogne pour dire c'est dégueulasse ce que vous faites, puisque normalement, selon la loi féodale, Jacques nous dira un mot là-dessus, quand on a un prisonnier, donc c'était Louis d'Orléans qui était prisonnier, eh bien, on ne va pas attaquer ses biens, puisque c'est avec ses biens qu'on va toucher la rançon. Puis la rançon de Louis d'Orléans, c'est quelque chose d'important. Donc, selon la loi féodale, les Anglais ne devraient jamais dû mettre le siège devant Orléans. Et finalement, le duc de Bourgogne se rend à cet argument et, pratiquement à la fin, retire ses hommes d'Orléans. Voilà. Alors, Jacques, assez rapidement, qu'est-ce que tu penses de ce faux siège rigolo d'Orléans qui n'a jamais été un siège? Non, je te laisserai la responsabilité de voir les choses de cette manière. Pour moi, non, c'était un vrai siège, mais le fait est que c'est un siège bizarre. Alors, bizarre, pourquoi l'avoir dit tout à l'heure, Salisbury lui-même dira plus tard, il ne savait pas qui en avait donné l'ordre de mettre ce siège. Pourquoi? Parce que effectivement, comme tu viens de le dire, Charles d'Orléans, qui était prisonnier à Londres une quinzaine d'années, en fait, depuis Azincourt, devait payer sa rançon par les rentes qu'il recevait de sa ville. Or, si on prive, c'est comme dans toute guerre, hein, ce qui compte, c'est la monnaie. Et donc, ils avaient promis, les Anglais, ils avaient promis à Charles d'Orléans de ne pas toucher Orléans. Et
va savoir pourquoi, effectivement, il y a ce siège qui a été mis. Or, ce n'est pas pour autant que c'était un siège fantoche. Il a commencé, il y a eu quand même quelques morts et oui, ça c'est sûr. Jusqu'à la fin. Donc, avant que n'arrive le fameux épisode des harengs, la journée des harengs, les Orléanais étaient quand même sérieusement affamés. Et la première chose qu'a fait Jeanne d'Arc en arrivant, ça a été d'abord de leur apporter des vivres. Donc, c'était pas si rigolo que tu viens de le dire. Par contre, le fait est que quelques jours avant, le duc de Bourgogne avait fait retirer ses propres hommes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui reste un petit peu étonnant. Je ne sais pas si c'est parce que les Orléanais l'ont supplié. Je crois surtout que ça fait partie du programme planifié depuis très longtemps et prévu pour que justement l'arrivée de Jeanne se passe dans les meilleures conditions possibles, parce que c'était pas tellement la délivrance d'Orléans qui comptait, c'était l'émergence à l'histoire du personnage de Jeanne. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on arrive bientôt à la fin, je vais pouvoir vous dire en fait le secret essentiel, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'ordre de Sion était à Orléans depuis 3 siècles. Or, l'ordre de Sion, dont René d'Anjou était le grand maître, et qui contrôlait donc les Templiers, cet ordre de Sion est depuis toujours, depuis son origine, gardien d'un certain nombre de secrets. De secrets notamment sur la filiation de Jésus et de Marie-Madeleine, et également sur un certain nombre d'autres secrets d'ordre stratégique, géographique, etc., qu'on pourra retrouver dans mon bouquin, mais également, sans doute, du secret des poudres, qui a permis l'émergence de l'artillerie. Parce qu'effectivement, Orléans, c'est un peu un virage, un tournant dans la manière de se faire la guerre. Et ça, c'était des secrets qui étaient détenus par des gens comme des alchimistes, des physiciens, des naturalistes, des tas de gens qui se passaient ça de bouche à oreille, de la même manière que les pilotes de bateaux se passaient les cartes marines. Les alchimistes se passaient aussi des secrets de ce genre-là. Or, c'est pas si facile que ça de fabriquer un canon ou une escopette ou quelque chose qui va devoir subir l'explosion de poudre et d'envoyer un boulet. C'est quelque chose qui a été connu avant d'arriver chez nous, qui a été connu en Orient, mais c'est également quelque chose qui a été ramené comme un secret de ces contrées lointaines. Or, si Jeanne était aussi expérimentée, qu'on l'a dit, en termes d'artillerie, c'est bien parce que quelqu'un lui avait enseigné. Elle n'a pas deviné ça toute seule. Et donc, moi je pense que et beaucoup de choses m'amènent, convergent vers cette idée que si effectivement la ville a été assiégée, la plupart des soldats anglais faisaient leur métier de soldats. Les seuls qui pouvaient éventuellement avoir des raisons de douter pourquoi on a mis le siège, c'était les gens très haut placés, comme Salisbury, Bedford, etc. Alors, dire que les combats étaient un peu fantaisistes,
bon, c'est vrai qu'il y avait des trêves. C'est vrai qu'on se faisait des cadeaux pour festoyer au moment de Noël. On faisait porter des provisions au camp d'en face, Jacques, j'ai des essayé. amuseurs. Je te redonnerai la parole Oui. surtout pour l'affaire des trois, comment tu appelles ça, Charles VII offre Oui. le royaume de France, là, comment on appelle ces trois choses. Ah, la triple donation. La triple donation, je te redonnerai la parole là-dessus. Je vais essayer d'aller très très vite. Donc, parce que ça, c'est vraiment un élément essentiel. Oui, c'est un élément essentiel. Donc là, les Anglais mettent le siège là, et donc il arrive donc là un événement, le premier jour du siège, où le fameux Salisbury, le commandant général des Anglais, monte à la tour des Tournelles pour voir Orléans, et pouf, il reçoit un boulet en pleine poire, et donc il meurt tout de suite. Hein, et donc le commandant du siège a été changé. Je crois que c'est Talbot qui le remplace. Et donc là, on voit aussi l'efficacité, la précision. Hein, c'est un boulet de Veuglère parce que tous les créneaux étaient avec toute une série de ces fameux canons dont vous avez vu le fonctionnement et qu'on peut voir là sur la vue, si tu vois, je crois que c'est la vue 30, où on voit ces fameux Veuglères. Donc après la mort de Salisbury, donc il y a ces escarmouches, il y a la fameuse histoire des harengs, on va passer très très vite parce que c'est le dernier désastre militaire de l'armée française, après il n'y en aura plus. Donc on sait que John Falstaff, le Falstaff de Shakespeare d'ailleurs, doit amener un convoi avec des tonneaux de harengs pour les Anglais et avec des armes et des munitions. Et donc les Français le savent et décident d'aller attaquer ce convoi. Alors, mais Mognopo, ils ne sont pas très discrets, les espions anglais le savent et savent qu'ils vont être attaqués, donc mettent leurs chariots, comme ils font toujours, hein. Ils utilisent toujours leurs chariots comme moyen de défense. Et comme les Indiens. Comme les Indiens, ils mettent le chariot en cercle. Enfin, comme les cow-boys plutôt, qui mettent les chariots en cercle, ensuite sont attaqués par les Indiens. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose, et juste avec une petite sortie pour faire une sortie de cavalerie. Et donc, le comte de Clermont, avec le gros de l'armée, doit évidemment arriver pour faire cette attaque. Mais l'avant-garde, qui est commandée par le bâtard d'Orléans, hein, le bâtard d'Orléans, si vous le voyez sur la vue 15 avec son tabard, hein, ce fameux bâtard dont Jeanne dirait « Ah, quand elle le voit, c'est vous le bâtard », il n'est pas très content. Hein, et, bon, c'est vrai qu'elle parlait aux gens d'une façon familière. Et donc, il y a donc ces fameux Écossais qui sont à l'avant-garde, qui veulent en découdre tout de suite, et donc ils n'obéissent pas aux ordres. Et en fait, au lieu d'attendre l'armée du comte de Clermont, il décide de mettre pied à terre et d'attaquer à pied le petit fortin qui est fait, et ce contingent d'Écossais d'ailleurs qui toujours indiscipliné, ces Écossais, ils seront aussi à l'origine du désastre de Verneuil par indiscipline, et ils décident d'attaquer comme ça sans les ordres. Alors les Anglais voyant ça, ils font une sortie de cavalerie, les gens qui sont à pied, tu vois, les gens à pied et puis les autres à cheval, tu vois, bon, ça va pas. Donc ils sont massacrés, et cette avant-garde française est massacrée. Il y a une très très grosse perte dans cette avant-garde. Et le comte de Clermont, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, hop, il plie bagage, donc il retourne, et puis il laisse cette affaire-là. Donc, il y aura donc de gros dégâts dans ce contingent de défense d'Orléans, de très, très grosses pertes.
Et donc, cette affaire est aussi intéressante parce que dans la légende johannique, dans la version officielle, Jeanne aurait dit à Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, hein, à ce moment-là, elle est encore à Vaucouleurs, elle aurait donc parlé de ce désastre des harengs, et c'est là que, selon cette légende, Robert de Baudricourt aurait dit « Ah bah oui, elle est vraiment envoyée de Dieu puisqu'elle sait ça, donc je vais l'envoyer à Chinon. » Bon, ceci étant dit, on peut penser que Robert Baudricourt, il était aussi au courant de cette affaire des harengs, donc finalement, ça ne tient pas debout, mais ça fait partie du cœur de la légende johannique, le fait que Jeanne ait été au courant de... Ça veut dire qu'elle avait des informateurs. Elle avait des informateurs, bah oui, voilà. Et donc, et juste après, justement, on décide hein, de l'emmener à Chinon. Donc, voilà. Donc, Jeanne, il y a tout cet épisode que j'ai déjà raconté avec de l'épée, quand elle est à Chinon, on va voir si elle est pucelle. Alors ça, on peut en parler. Mais qui c'est qui va organiser la visite de Jeanne si elle est pucelle, hein? C'est Yolande d'Aragon. Qui, elle, amène ses femmes pour voir si elle est pucelle. Alors, donc ça veut dire, en fait, est-ce qu'elle est pucelle? Donc finalement, on n'en sait rien. Hein, voilà. Donc on sait que Jeanne passait sa vie à cheval, qu'on l'a examinée, elle avait des blessures de cavalière au fondement, et que même on peut penser que une cavalière passant sa vie à cheval, son hymen, il peut très bien ne pas résister. Bon, ça. Non, mais il faut préciser. Il faut préciser, enfin, que le texte raconte. Allô? Oui. Le texte ne raconte pas qu'elle a été vérifiée en tant que pucelle, mais qu'on l'avait trouvée femme. Ah, ouais. Ça veut dire qu'il y avait bien un doute sur son genre. Et qu'en l'occurrence, c'était bien une femme. Par contre, les examinateurs n'ont pas précisé si c'était une femme vierge ou non. Ah bon? Ils l'ont trouvée femme. Voilà. Alors, il y a aussi, alors on va parler de l'intimité, puisqu'on est dans l'intimité sexuelle de Jeanne. Oui. Donc, les gens qui ont été interrogés lors du procès en réhabilitation ont dit qu'ils l'ont jamais vue avec cette maladie particulière aux femmes, selon le terme. Donc, oui, en fait, des règles, oui. ils n'ont jamais vu, elle avait une aménorrhée, donc peut-être qu'elle n'avait pas de règles. Donc, est-ce que c'était une maladie spécifique ou était-elle vraiment femme? Ou tu m'as dit que quand elle est née, peut-être qu'on a eu un doute sur son genre. Oui. Alors, on sait que, elle était un peu homasse, c'était un garçon manqué, hein. Elle avait quand même... Oui, c'est clair. Son écuyer, Jean Dolon, qui l'a vu à moitié nu en permanence, c'est lui qui lui mettait son armure, il l'a vu blessé, donc lui, il témoigne qu'elle avait des beaux tétons, qu'il l'a effleuré plusieurs fois, hein, que même quand on lui fait faire un habit, une robe, ce qu'on appelle une robe, à l'époque c'était un habit d'homme, une robe, hein. Et donc le tailleur lui prend les tétons puis il reçoit une gifle. Donc voilà. Ce qu'on dit aussi. C'est bien une femme, il n'y a pas de doute. Il reçoit une gifle. Que quand elle était en campagne, elle dormait en armure au milieu de ses hommes, et que finalement jamais personne n'a essayé d'avoir des rapports avec elle. Enfin, c'est ce qu'on dit selon les procès. On dit qu'elle n'attirait pas. Elle était trop masculine, c'est un peu un garçon manqué. Peut-être, je sais pas, ou c'était peut-être le fait qu'elle était en armure. Alors, il faut dire aussi que elle passait sa vie à cheval, elle descendait pas. Donc, elle faisait ses besoins
dans l'armure, comme d'ailleurs le faisaient les chevaliers, qui étaient toujours à cheval. Donc, dans l'armure. Oui, dans l'armure. Et donc, tous les soirs, les armures étaient nettoyées par l'écuyer et le page. Donc, à mon avis, ça ne devait pas être très ragoûtant tout ça. Et donc, c'est vrai que ça devait quand même un peu rebuter rebuter les gens. Voilà. Mais bon, on dit que elle n'a jamais attiré un homme. Elle en pensait un petit peu pour le duc d'Alençon, qu'elle appelait son gentil duc, et elle avait beaucoup d'affection pour lui. Mais voilà ce qu'on peut dire, c'est ce caractère. Elle avait des manières de soudard aussi, hein, c'est normal, elle passait sa vie. Non, des manières franches, des manières de mec, quoi. Voilà, elle parlait directement. Voilà, et donc, aussi, ce qui est important, c'est que après son épisode d'Orléans, quand elle est à la cour, on la verra toujours avec des très très riches vêtements, parce que Charles d'Orléans, de sa prison, lui offrira des robes. Alors, il y a marqué des robes, mais des robes, encore une fois, moi je me suis dit, tiens, dans son trousseau, on trouvera plein de robes, mais ce sont des robes d'hommes. Hein, et donc, il y a aussi sa fameuse huque. Alors, on va parler de la manière dont elle est habillée ici. Donc, on les vues 47, donc, hein, on voit en 47, c'est selon Armand, ou Louis Armand, je ne sais plus, c'est un homme d'avant la guerre qui a fait beaucoup de reconstitution de vêtements. Donc, elle était habillée aux couleurs d'Orléans, hein, c'est-à-dire avec vert clair, avec des feuilles d'ortie. Donc, elle est très très riche pourpoint. Elle avait cette habitude de porter de très riches vêtements. Elle était connue pour ça, hein, pour une franciscaine. Aux couleurs d'Orléans. Aux couleurs d'Orléans, c'est intéressant à souligner. Aux couleurs d'Orléans, absolument. Ouais, ouais. Toujours aux couleurs d'Orléans. Et donc, à cheval, elle portait une huque. D'ailleurs, ce qui lui a... donc là, elle a sa huque. Sa huque, c'est une espèce de tabard. Enfin, c'est une espèce de cotte sans manche, mais un peu plus longue que ce qu'on appelle le tabard de guerre qui se mettait sur l'armure, hein, ou avec les armes. Et donc, malheureusement, c'est par là qu'elle sera désarmée, qu'elle sera désarçonnée après le siège de Compiègne, puis on va tirer, c'est une huque de soie, hein, donc avec un col de fourrure, et elle était connue justement pour ses très très riches vêtures. Voilà, donc on va aller un peu vite. Donc il y a donc elle arrive à Orléans et donc je sais plus quelle date, c'est fin 8 mai 1429. Non, mais ça, son arrivée, c'est le 29 avril. Voilà, 29 avril. Et donc, là, on va prendre la vue importante, qui est la vue 39, et donc qui est la bataille finale, on va dire. Hein. Donc, son armée est rassemblée à Blois, donc elle arrive à Orléans par le sud, alors qu'elle voulait arriver par le nord, mais enfin, ça c'est finalement on s'en fiche un petit peu. Le bâtard d'Orléans vient à sa rencontre et elle rentre à la nuit, hein, le 29 avril, donc à la nuit, donc il y a ces fameuses tableaux qui la montrent avec le page. Donc son page tient son étendard devant, c'est pas elle qui tient l'étendard, hein, et puis elle est entourée des grands capitaines de guerre, et donc tout le monde, tous les habitants d'Orléans se pressent et veulent la toucher, amènent des enfants, voilà, pratiquement elle va comme les rois guérir les écrouelles,
Hein. C'est le Messie. Voilà, c'est quasiment le Messie. Et donc, il y a un incident qui est quand même intéressant parce que avec les torches la nuit, il y a un pénon de son étendard qui prend feu, hein, puisque son page qui porte devant. Et donc, la chronique donc, rapporte l'habileté de cavalière de Jeanne, parce qu'elle fait faire une manœuvre à son cheval extrêmement précise. Elle va éteindre le pénon et refaire faire une volte à son cheval derrière, qui montre que c'est une cavalière émérite. D'ailleurs, elle montrera toujours ses qualités en couchant des lances. Donc là, elle arrive ici, et donc en une semaine, l'affaire va être réglée. Donc là, c'est le 4 mai, hein, qui décide d'assaillir la première Bastille qui est isolée. Hein, voilà. Le Bastille de Saint-Loup, qui est loin à l'est. Hein, donc, vous mettez la vue 39. Hein, la vue 39. Donc, elle se fait la main, c'est son premier combat réel à Saint-Loup. Et donc, c'est un combat extrêmement violent. Et il y a 3 heures de combat. Les Anglais vont perdre à peu près 150 hommes. Hein, et 40 prisonniers. Donc, ils sont pratiquement tous morts, quoi. Ils ont tous zigouillé les Anglais. Ils se sont battus comme des chiens. Mais n'empêche qu'au bout de 3 heures de combat, ils ont pris cette Bastille Saint-Loup avec son boulevard. Hein. Bon, donc le lendemain, donc il rentre dans Orléans et le lendemain, finalement, elle dit on va en terminer demain. On va en terminer. On va assaillir l'état-major anglais qui est dans les tournelles, ces fameuses tournelles. Et elle dit voilà, on va y aller. Donc ça fait des mois que les autres ils sont là, mais elle dit pauvre, mis en tête. Donc ils sortent, ils vont déjà assaillir la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, qui est au droit de l'île aux Bœufs, pratiquement. Cette île d'ailleurs qui sera donnée à Jacques d'Arc par les Orléans. Et ils prennent sans coup férir la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, sans grande difficulté. Donc ils retournent camper sur l'île et le lendemain, il est décidé d'aller assaillir les tournelles. Donc, ils partent au matin, donc les chevaux sur des barges, hein, et elle est la première à prendre pied. Là, on voit la flèche, hein, à prendre pied, la grande flèche qui contourne, à prendre pied sur la partie, la rive sud de l'île, avec la lyre. Hein, les premiers, ils sortent là, et on voit la flèche blanche, un parti de cavalerie anglais qui arrive de la Bastille des champs privés, hein, de l'autre côté, et qui veulent assaillir donc les Français. Et donc, là, que fait Jeanne d'Arc, selon Jeanne de la Pucelle, selon la chronique? Elle couche une lance et elle part à l'assaut. La lance avant, avec la lyre, le grand soudard la lyre, et elle part en première ligne dans le choc de cavalerie avec les Anglais. Derrière, le gros de l'armée suit. Donc il y a cette fameuse flèche blanche et la flèche bleue à droite. Hein, vous voyez, donc là, il y a un choc de cavalerie où Jeanne est vraiment en première ligne à la lance. Là, c'est bien à la lance. Hein. Alors, comment combattait Jeanne? Elle combattait comme les chevaliers à la lance, mais elle ne tirait pas l'épée. Elle avait une hachette. Hein, donc, elle avait toujours une hachette à la main, hein, parce que après le choc de cavalerie, selon les modalités de l'époque, après c'était la mêlée, choc de cavalerie mêlée. Donc elle a été dans la mêlée avec sa hachette. Donc
les Anglais sont repoussés, complètement vaincus, et on décide d'assaillir à ce moment-là la Bastille des Augustins, qui est juste devant, qui est dans un ancien cloître qui a été fortifié, et qui est juste devant le boulevard des Tournelles. Donc la Bastille des Augustins, il passe sans problème, il y a plein de prisonniers français qui sont là-dedans, qui sont libérés, et on va s'attaquer au gros de l'affaire, qui est le boulevard des Tournelles. Alors le boulevard des Tournelles, peut-être on verra dans le film si on le passe. Là, il y a à Orléans peut-être, là, il y a une maquette de l'assaut des Tournelles que je montre dans la vue 40. Hein, si vous pouvez passer la vue 40, c'est à Orléans, au musée d'Orléans. Hein, Jacques, je suppose que tu l'as vu, cette maquette. Oui, bien sûr. Oui. On voit l'assaut du boulevard des Tournelles. On voit d'abord le boulevard. Le boulevard des Tournelles est un peu spécial parce qu'il n'est pas fait de bois. Hein, il est fait de pierre qui est remplie de terre. Hein. En fait, c'est une forteresse en pierre remplie de terre avec au-dessus, il y a ce qu'on appelle des taudis. Hein, le mot, il vient de là. Les taudis, ce sont des abris militaires. Donc c'est assez haut, ça fait une dizaine de mètres. Et donc il faut l'attaquer par échelle. Donc Jeanne avait prévenu que tout le monde fournisse des échelles. Donc on va à l'assaut du boulevard des Tournelles et rapidement Jeanne reçoit une flèche entre l'épaule et le sein gauche, une flèche d'arbalète. Donc tout le monde est consterné, les gens y refluent, l'attaque est arrêtée et tout le monde se penche au chevet de Jeanne qui a reçu sa flèche là. Et finalement, on ne sait pas trop quoi faire. Alors Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la flèche et elle l'arrache elle-même. Donc tout le monde... Et le sang jaillit. Le sang jaillit. Et bon, elle était burnée, hein, quand même, la fille. Hein. Le sang jaillit et tout le monde crie « Ah !» Et elle dit « N'ayez pas peur, c'est pas du sang, c'est de la gloire. » Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on rapporte au procès en réhabilitation. Donc on la soigne, on lui bouche le trou avec de l'étoupe, et puis le bâtard d'Orléans dit bah non, on va arrêter, on reprendra demain, faut vous soigner. Il dit non, on va à nouveau à l'assaut. Et finalement, ces hommes ont pris son étendard aussi pour montrer qu'elle n'est pas morte. Et donc, elle cherche son étendard. Donc, c'est un soldat qui l'a pris. Elle lui arrache des mains. Et elle dit ces fameuses paroles à un chevalier qui est à côté. Quand tu verras le pénon de mon étendard toucher les murs du boulevard, tout est à vous, vous pouvez y entrer. Voilà. Et donc, elle est donc là au pied du mur avec son étendard, blessée, et finalement, l'assaut reprend de plus belle, hein, et dans l'après-midi, hein, là, puisqu'elle est blessée au matin, donc dans l'après-midi, l'assaut reprend de plus belle, les Français arrivent à prendre d'assaut cette fameuse boulevard, et ils refluent, les Anglais du boulevard essayent de refluer vers la Bastille des Tournelles, hein, la Bastille des Tournelles, et sur le pont. Et entre le boulevard et la Bastille, il y a un pont-levis, hein, donc il y a la flotte. Et donc, quand les Anglais vont reculer pour retourner dans la Bastille, bah, le fameux Glasdale ou Glacidas, c'est lui, bah, il va se noyer, comme beaucoup d'Anglais vont se Pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux, ils tombent, c'est quoi? Bah,
où c'était en feu, où ils sont trop nombreux, enfin, où ça s'écroule, quoi, où ça a reçu des coups de canon. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus que moi, Jacques, là-dessus. Hein, pourquoi tout le monde tombe à la flotte à ce moment-là qu'est-ce qu'on dit Parce que comme les arches étaient rompues, ils avaient mis des planches par-dessus, mais le poids des gens qui reculaient, ça a fait qu'ils sont effondrés, ils sont tombés à la flotte, quoi. Mais si tu me permets, Alain, tu racontes assez passionnément, je vois, l'histoire de la prise d'Orléans. Mais la prise d'Orléans, c'est pas le mystère de Jeanne d'Arc. Ça n'est qu'un petit épisode. Ce qui serait intéressant, parce que je vois que l'heure tourne, ça serait de venir assez vite notamment à... Allô, vous m'entendez encore là? Je vois plus rien. Ouais. Ah oui. Ce qui serait intéressant, serait de venir assez vite, notamment à l'histoire qui se passe un peu après. C'est-à-dire, après Orléans, il y a Main-sur-Loire, il y a Beaugency, il y a Patay et il y a Jargeau. Et puis, on arrive au mois de juin. Et au mois de juin, Charles VII décide de se reposer un petit peu. Il est content, il a gagné Patay, il a reconquis un petit peu Et à partir de ce moment-là, il va se reposer justement chez la Trémouille, dont on parlait tout à l'heure, au château de Sully, qui appartient à la Trémouille. Entre parenthèses, le château de Sully a été restauré par un certain Roger du Temple. On y revient. Et il se trouve qu'au mois de juin, à côté de Sully, il y a Saint-Benoît-sur-Loire. Or, à Saint-Benoît-sur-Loire, c'est connu depuis la nuit, j'allais dire la nuit des temps, mais enfin, au moins depuis le très très haut Moyen-Âge, il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Fleury, et qui est un centre de rayonnement de la culture et du savoir des bénédictins depuis très longtemps. Et donc, Jeanne et un certain nombre de gens accompagnant Charles VII se trouvent à Saint-Benoît-sur-Loire le 21 juin 1429, c'est-à-dire à peu près un mois et demi après la délivrance d'Orléans. Et c'est là que se passe la fameuse scène dite de la triple donation. C'est quoi la triple donation? J'ai entendu Louis Hubert Rémy qui l'expliquait très bien dans une émission sur Radio Courtoisie il n'y a pas longtemps, où j'ai justement eu l'occasion de t'appeler. Et c'est très simple, c'est simplement Jeanne qui avait demandé à Charles VII, qui n'était pas encore Charles VII, au dauphin, de lui promettre de lui donner ce qu'elle voudrait, sans préciser quoi, mais quelque temps avant déjà. Et ce jour-là, elle lui rappelle sa promesse, et à la grande surprise du dauphin, elle lui demande tout simplement son royaume. Et le dauphin, sidéré, mais devant témoin, il ne peut pas revenir sur sa promesse, il lui dit « Ok, Jeanne, mon royaume est le tien ». Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle se tourne vers le ciel et elle offre à son roi du ciel le royaume qu'elle vient de recevoir et dont elle est ponctuellement reine. Jeanne a été reine de France l'espace de quelques instants. Et puis, selon une voix qu'elle est seule à entendre, elle obéit au roi du ciel, à son roi du ciel, en redonnant ce royaume en charge au dauphin, mais en tant que lieutenant sur terre du roi du ciel. C'est-à-dire non plus en toute propriété, comme il aurait pu penser de l'avoir auparavant, mais en tant que gestionnaire, puisque lieutenant sur terre du roi du ciel. Et là, ça bascule complètement l'idée qu'on a du royaume de France. Est-ce que vous me suivez bien?
Oui, on suit, hein, on suit. Parce qu'on revient avec un acte pareil, et elle le fait noter par les notaires du roi. Elle le fait noter, et on revient avec un acte pareil à 1000 ans en arrière, c'est-à-dire à l'époque de Clovis et Clotilde. Là où, précisément, Clovis était un roi élu, il ne faut pas l'oublier, et à cette époque, les gens, les marquis, les comtes, etc., étaient nommés et on leur donnait en charge, avec les bénéfices qui allaient avec, bien sûr,